Bonjour et bienvenue dans cette émission Regard sur le numérique. L'intelligence artificielle est utilisée dans de nombreux domaines et dans la vie de tous les jours sans forcément que l'on s'en rende compte. Les médias l'utilisent depuis de nombreuses années, mais également les transports, la médecine ou la recherche scientifique. Mais au fur et à mesure qu'elle progresse, l'IA est considérée par certains comme une ennemie, car elle menace des milliers d'emplois et les systèmes comme ChatGPT peuvent contenir de fausses informations. Alors l'IA, ami ou ennemi ? C'est ce que nous allons tenter de décrypter avec notre invité. Hervé Mignot, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Oui. Alors, vous êtes responsable de l'intelligence artificielle pour la société EDG, basée à Paris, donc une société spécialisée dans la transformation digitale Oui. pour donc les entreprises. Alors, en février, nous avions ici à l'École du numérique, pour le mois du numérique, présenté un atelier qui s'appelait Explore le numérique, où nous avions parlé des métiers du numérique pour les jeunes, justement. Et est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre métier de Chief AI Officer, comme on l'appelle en anglais aussi? Oui, alors mon métier effectivement c'est de conseiller les entreprises, essentiellement plutôt, sur l'usage qu'elles peuvent avoir de leurs données et plus particulièrement de l'intelligence artificielle. Donc je les accompagne dans la réflexion autour de comprendre un peu comment ces technologies fonctionnent, à quoi elles peuvent servir, réfléchir plus particulièrement à ce qui les intéresse elles, là où elles pourraient en tirer un bénéfice et ensuite éventuellement réaliser avec elles un projet, une application qui utilise l'intelligence artificielle. Très bien. Alors, pour les jeunes qui pourraient nous écouter, par exemple, si on revient un petit peu justement à cette partie numérique, quelles études à peu près? C'est du bac plus 4, 5, on est sur l'informatique, sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il faut exactement? Alors, il y a pas mal d'options qui s'offrent à nous maintenant en termes de formation, mais c'est effectivement plutôt en général des métiers d'ingénieur, donc souvent plutôt bac plus 5 et des masters, donc soit en école d'ingénieur, soit à l'université. C'est plutôt le type de profil qui travaille dans ce domaine-là. Il existe quelques formations un peu plus courtes aussi qui permettent quand même de travailler dans ces métiers-là. Donc en fait, on peut très bien faire de l'informatique ou bien être dans l'intelligence artificielle aussi, oui, on peut dévier un peu éventuellement. Alors les spécialités, c'est on va arriver sur ces sujets-là par l'informatique, oui, c'est une des façons d'y accéder. C'est aussi les mathématiques et les statistiques qui peuvent amener à l'intelligence artificielle. Mais voilà, ce sont des domaines qui effectivement sont plutôt des domaines d'ingénieurs, avec des filières statistiques, des filières mathématiques, des filières informatiques, qui souvent amènent à ces métiers-là. Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce métier sur l'intelligence artificielle? C'est quand même assez récent, si on veut bien. Alors oui, ce n'est pas si récent que ça. C'est sa visibilité au niveau du grand public qui est plutôt récente. Mais vous, pourquoi ce choix? Alors moi, c'est vraiment une passion d'adolescent, d'enfant. Quand je me suis intéressé aux ordinateurs, très vite, je me suis intéressé à cette capacité qu'on essayait de donner aux ordinateurs d'être intelligents. À l'époque, pour tout dire, j'aimais et je m'intéressais au développement de programmes, de logiciels qui permettaient de jouer à des jeux de stratégie, par exemple. C'était vraiment la chose qui m'intéressait beaucoup et c'est typiquement un des sujets qu'on essayait d'adresser avec l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment une passion de jeunesse qui après s'est transformée en une profession. Et donc j'ai la chance quasiment depuis mes études d'avoir fait que de travailler dans ce domaine-là, d'en avoir vu beaucoup de progrès, beaucoup d'améliorations. Et là, je dois dire que depuis quelques mois, on en reparlera, on vit une explosion complètement extraordinaire de l'intelligence artificielle avec des choses que j'aurais difficilement pu imaginer quand j'étais jeune et que je me suis lancé sur ce sujet-là. Alors je le disais en introduction, c'est vrai qu'au départ ce sont surtout les médias qui l'ont utilisé pour transcoder, pour traduire, mais pas que aujourd'hui. Est-ce que pour poser un peu les bases, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle exactement? Alors l'intelligence artificielle, c'est une discipline qui existe depuis maintenant les années 1950. Dès que les ordinateurs ont commencé à être un petit peu puissants et un petit peu intéressants, donc c'est après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est tout de suite intéressé à est-ce qu'on peut leur donner des capacités qu'on assimile plutôt à l'être humain. Donc c'est pour ça qu'on les appelait intelligence artificielle. Donc le terme date des années 50, c'est dans ces années-là où on a commencé à réfléchir à est-ce qu'un ordinateur pourrait être intelligent au sens humain. Et à l'époque, par exemple, juste pour aider à voir un petit peu ce qu'on attendait des ordinateurs intelligents, on s'intéressait au sujet, par exemple, de justement, est-ce qu'ils sont capables de jouer aux échecs, de bien jouer aux échecs. Donc ça, c'était un des premiers sujets sur lesquels on a commencé à essayer de voir comment l'ordinateur pourrait devenir intelligent.
Autre sujet, c'était la traduction. Vous avez évoqué cet usage-là. C'est une activité qui est quand même assez compliquée. Le langage humain n'est pas facile. Et donc, tout de suite, on s'est demandé, est-ce qu'un ordinateur arriverait à faire de la traduction un jour? En plus, dans les années 50, contexte de la guerre froide, c'était très important au niveau des États-Unis de pouvoir traduire très rapidement des documents de russe en anglais, d'anglais en russe. Donc, il y a eu beaucoup de financement autour de ces usages-là. Et l'intelligence artificielle, à l'époque, s'inscrivait dans ça, le fait d'être capable de traduire des textes. Et puis, le dernier point, c'est un point associé aux mathématiques. Donc, est-ce qu'un ordinateur peut faire des démonstrations mathématiques? C'était vraiment les trois sujets qu'on essayait de traiter à l'époque en intelligence artificielle. Les deux premiers sont quasiment actés. On a des très bons joueurs d'échecs en ordinateur. On fait de la traduction. Je pense que tout le monde peut expérimenter la qualité des traductions qu'un ordinateur est capable de faire maintenant. La transcription aussi, c'est quand même ce qui est le plus courant aussi. Et par contre, on voit bien que sur le sujet des démonstrations mathématiques, on n'y est pas encore. On considère que c'est encore un sujet très dur et qui est réservé à l'intelligence humaine. Les ordinateurs arrivent à vérifier des démonstrations qui ont déjà été faites, mais les construire de zéro sur des problèmes difficiles, ça reste encore inaccessible pour un ordinateur. Dieu merci. Oui, ça nous laisse encore quelque chose à faire. Oui. Alors, est-ce qu'il y a différents types d'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est à la fois une discipline et une technologie. Donc oui, effectivement, il y a énormément d'intelligence artificielle différentes, on peut dire. Dès le début, dans les années 50, donc comme je le disais, on s'est intéressé à essayer de comprendre comment fonctionnait la réflexion humaine, l'intelligence humaine. Donc dans cette époque-là, on a beaucoup travaillé autour d'essayer de programmer en quelque sorte les ordinateurs de façon à ce qu'ils aient un raisonnement comme un raisonnement humain. Et donc on a toute une famille d'algorithmes, d'intelligence artificielle qui ont été créés dans ces années. Et il faut dire que ce n'est pas la voie qui a été la plus prometteuse, puisque voilà, on l'utilise quasiment plus. Au bout d'un certain temps, on s'est dit, il faut s'y prendre autrement, on ne va pas arriver à écrire un programme qui résonne comme un humain, c'est trop compliqué, voilà, c'est trop sophistiqué. On va faire autrement, on va construire un programme qui est capable d'apprendre à partir d'exemples. Et donc est apparue une branche importante de l'intelligence artificielle, qu'on appelle le machine learning, et on a construit des algorithmes qui n'essayent pas de copier en fait le raisonnement humain, mais plutôt qui, à partir d'exemples, vont être capables de raisonner. Alors je vais donner un exemple hyper classique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous présentez énormément de photos, des photos de chats et des photos d'autres animaux, d'autres choses, et que vous entraînez l'ordinateur à reconnaître les chats des autres animaux, au bout d'un certain temps, avec un très grand nombre d'exemples de photos de chats, il va être capable de faire la différence. Quand vous lui présenterez une image, vous aurez un algorithme qui est capable de vous dire il y a un chat ou il n'y a pas de chat dans la photo, sans qu'on ait eu besoin d'expliquer comment on reconnaissait un chat. On n'a pas besoin de décrire le chat, on n'a pas besoin... L'ordinateur va, avec cet algorithme d'apprentissage, machine learning, va être capable de reconnaître les chats des non-chats. Donc on lui rentre des données tout simplement, et lui il va faire ensuite son travail de reconnaissance finalement, faciale ou textuelle, enfin peu importe, mais en tout cas il va reconnaître. Oui, alors j'ai donné des exemples avec des images de chats, puisque c'est un peu un mème de la discipline, mais ça marche aussi bien évidemment avec des textes, etc. Et c'est cette voie-là qui a vraiment abouti au progrès que l'on voit actuellement, et qui est en train de se développer de façon importante. Alors justement, on va en parler un petit peu, notamment de ChatGPT et compagnie, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je parlais aussi en introduction donc, de l'utilisation des médias dans les transports, la médecine, etc. Quels sont les champs d'application vraiment de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, il y en a beaucoup. Les entreprises ont... Un peu partout, en fait. Quasiment, oui. En fait, si on regarde plutôt par fonction, maintenant, les algorithmes sont capables de bien comprendre des textes, de les analyser, de les résumer. Donc vous imaginez que là, dès qu'il y a du texte, on peut être susceptible de trouver une application. On voit qu'elles sont capables, on verra une illustration tout à l'heure, elles sont capables aussi de comprendre ce qu'il y a dans une image. Donc dès qu'on a des images, alors ça va être dans le domaine de la médecine, des radios, dans le domaine des usines, ça va être des chaînes de production en train de fonctionner, etc., des pièces, des choses comme ça. On s'aperçoit qu'effectivement, on ne fait que, pour l'instant, que gratter la surface de toutes les applications. Donc pour répondre à votre question, j'aurais tendance à dire un petit peu tous les domaines sont concernés, et on est dans une phase un peu de bouillonnement où on essaye
de voir jusqu'où on est capable d'utiliser ces algorithmes dans des tas de domaines d'application. Ouais. Il faut savoir, par exemple, peut-être les gens ne l'imaginent pas, mais lorsque l'on est sur un site internet, par exemple, de bricolage, admettons, vous avez un petit bonhomme qui arrive comme ça sur le côté, c'est de l'intelligence artificielle, on est d'accord? Alors, oui, enfin, en tout cas pour beaucoup. de plus en plus, en tout cas, il y en aura de plus en plus. Donc, ces assistants conversationnels, c'est vraiment un domaine d'explosion en ce moment, de renouveau, je vais dire, de l'intelligence artificielle, puisque, effectivement, avec ces modèles-là, on est capable d'avoir une conversation qui tienne à peu près la route. Il est capable de comprendre ce qu'on lui raconte, il est capable de répondre de façon correcte, enfin, ou tout au moins de meilleure qualité en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que ces assistants conversationnels sont amenés probablement à se développer et à apparaître un petit peu partout, puisque c'est une des capacités intéressantes de ces algorithmes, être capable d'interagir avec un humain au travers de son langage naturel, en comprenant et en répondant dans le langage qu'il utilise lui-même. Alors là, par exemple, on va parler d'un système que beaucoup utilisent aujourd'hui, c'est ChatGPT. Donc OpenAI, donc la société, la start-up qui a développé ChatGPT. Donc là, c'est celui qu'on utilise le plus, j'allais dire, c'est de l'intelligence artificielle générative, parce que donc elle génère du texte, on est bien d'accord. Comment ça marche exactement? Alors c'est vrai que vous nous avez proposé des petites vidéos, donc on va en voir une que vous allez nous commenter un petit peu, et donc sur l'utilisation de cette intelligence artificielle générative, donc de texte. On lui pose des questions et apparemment, il nous répond. Alors, on va le voir. Donc, effectivement, on le voit actuellement. Donc là, vous avez l'écran d'accueil de ChatGPT et je lui ai posé une première question. Je me suis permis de le mettre à votre place. Je lui ai demandé, tu es un présentateur d'une web TV, tu dois faire une introduction sur une émission sur l'intelligence artificielle, rédige une phrase de présentation de l'invité. Et donc, effectivement, il s'exécute, bien sûr, etc. Beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Alors, vous verrez, là, comme j'ai mis assez peu d'informations dans la question que je posais, il a raconté beaucoup de choses et vous verrez que le texte est très emphatique, on va dire. Il y a beaucoup de mots et d'adjectifs très, très, très forts. Oui. Après, une fois qu'il a fait sa première phrase, et c'est là que c'est intéressant, on peut l'amener à raffiner un petit peu sa réponse, ce n'est pas juste tout ou rien. Je lui ai rajouté comme information que l'invité s'appelle Hervé Mignot, et donc il a intégré cette information dans le texte. Le texte, en le lisant, je m'aperçois qu'il est peut-être un petit peu trop centré sur, enfin, il pense que je suis peut-être un chercheur, et donc je lui dis, ah non, Hervé Mignot, il travaille dans un cabinet de conseil, il n'est pas chercheur. Et donc, il ajuste le texte. On voit qu'il commence à utiliser un vocabulaire un peu différent. Il intègre donc le fait que je lui ai donné mon nom. Il intègre le fait que je ne suis pas un chercheur, donc tout le vocabulaire qu'il utilise change un petit peu. Mais il continue à avoir un style vraiment très empoulé. Ça, c'est une des caractéristiques de ChatGPT. On peut lui reprocher d'être tout le temps dans les superlatifs, etc. Ce qui fait que bon, ça donne une présentation flatteuse pour moi, mais un petit peu abusive. Et donc, je lui ai demandé à la fin d'utiliser moins de superlatifs. Donc ça, c'est aussi un élément important dans l'information que l'on peut communiquer. Et il va reformuler dans une expression, vous pourrez la lire, qui est beaucoup plus correcte, juste ce qu'il faut, et je pense qu'il est parfaitement utilisable. Alors, ce n'est pas celle que vous avez utilisée pour aujourd'hui, mais voilà typiquement un usage qu'on pourrait avoir d'un assistant conversationnel comme ChatGPT. D'accord. Donc c'est ce que l'on appelle finalement ce que vous avez écrit, ce que l'on écrit, ce sont des prompts. On est d'accord, c'est bien ça. C'est le terme anglais qui est resté. Alors ça veut dire que de ce que vous avez fait, on comprend bien qu'il faut soit affiner, soit préciser quand même, apporter des éléments. Il ne s'agit pas de récupérer comme ça uniquement ce que l'IA nous dit. Il faut effectivement lui lui donner des indications. Je suis un présentateur, ou bien je suis un avocat, ou je suis, enfin peut-être pas. Mais en tout cas, il faut quand même, voilà. En tout cas, il faut lui donner quelques éléments pour arriver à avoir quelque chose qui va nous permettre de faire aussi un texte sans pour autant faire un copier-coller. Exactement. Alors effectivement, il ne peut pas deviner ce que vous avez dans la tête. Ce prompt, c'est le terme anglais qui est en train de s'imposer. Les Québécois disent requête, puisque effectivement c'est la demande que l'on fait au modèle. Il faut lui fournir un certain nombre d'éléments de contexte pour qu'il arrive à bien répondre à votre question. Et vous le verrez en regardant dans le texte en détail, de toute façon il a horreur du vide, et donc si vous ne lui donnez pas ces informations, il va les compléter, et donc on a des textes qui des fois ne correspondent pas exactement à ce qu'on veut, et c'est pour ça que effectivement petit à petit on raffine le contexte pour lui préciser ce que l'on veut.
Ce sur quoi j'insisterai avec cet exemple, c'est qu'on voit bien que cet outil est là pour m'aider, pour m'assister. Je suis parti d'un besoin, j'avais besoin de rédiger rapidement une phrase d'introduction. Je lui ai donné l'instruction que je voulais qu'il réalise et je lui ai donné ensuite des informations supplémentaires. Il ne s'est pas du tout substitué à moi, il m'a simplement aidé dans mon travail à faire aller plus vite éventuellement, à me rappeler qu'est-ce qu'il fallait que je cite dans une phrase d'introduction par exemple. Et il faut bien voir ce type d'outil comme une aide plutôt qu'un outil qui va se substituer à vous. Tout seul, il ne va rien faire, il va attendre en fait que vous lui demandiez des choses. Il est à votre service en quelque sorte. Et d'ailleurs, sur la page d'accueil, c'est comment puis-je vous aider qui est marqué. Tout à fait. Oui, de la même manière que ces petits assistants que l'on voit sur les ordinateurs, tout simplement, ça revient au même. Effectivement. Alors vous avez aussi une autre vidéo. Donc j'ai récupéré un document en ligne, un PDF, du comité de sauvegarde des sites de Meudon. Voilà, qui réexplique un petit peu l'histoire de Meudon dans la période 1840 à 1940, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, une des fonctionnalités de ChatGPT, c'est de permettre d'analyser ces documents. Donc là, je charge le PDF que j'ai récupéré. J'aurais pu lui donner une URL d'une page aussi, quand il est capable de la lire. On peut télécharger des dossiers directement. On peut charger des dossiers. Et une fois que j'ai chargé ce dossier, je lui dis qu'est-ce que je veux faire de ce document. Et donc, je lui demande de quoi parle ce document. En une ligne maximum. Vous voyez, même chose, je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire et je lui dis que je ne veux pas qu'il me raconte sa vie, que ce soit trop long, je veux que ça dure, que ce soit sur une ligne. Alors des fois, il a des petites difficultés à respecter des contraintes aussi fortes, il va faire 2 lignes là en fait, mais tout de suite, il me dit le document traite de l'évolution de Meudon de 1840 à 1940 et voilà, me donne un peu d'éléments sur le reste du document. Voilà, avec les 20 pages que vous lui avez envoyées. Avec, oui, il y a peut-être même un peu plus d'une vingtaine de pages dans le document. Donc nous, on fait ça sur des documents qui peuvent être plus longs. Et ensuite, par exemple, on peut rentrer dans un mode de question-réponse avec le document. Et je lui dis, liste les maires de Meudon cités dans le document. D'accord. Et donc, il va parcourir le document et me faire la synthèse de ce qu'il a trouvé. Et il cite effectivement 2 maires particulièrement actifs dans cette période de Meudon, des maires de Meudon. Là, effectivement, je suis obligé de lui faire confiance. C'est un des sujets et un des enjeux actuellement de l'intelligence artificielle. Est-ce que je peux complètement lui faire confiance? Est-ce qu'il n'a pas oublié certains maires qui auraient été cités quelque part dans le document, mais qu'il l'aurait, voilà. Donc là, il y a une notion de fiabilité. C'est une composante importante. Et après, je lui demande de faire un résumé en 5 points du document. Alors, il s'exécute. Il me fait le résumé en 5 points. C'est moi qui ai décidé 5 points. La question peut se poser, est-ce que 4 ça n'aurait pas été mieux? Est-ce que 6 ça n'aurait pas été mieux? Mais on voit que les points qui ressortent sont des points qui ont tout à fait un sens par rapport au contenu du document. Il reprend à la fois des éléments qui sont détaillés dans le document, puis des choses des commentaires plus globaux, comme par exemple les engagements des associations et la protection de l'environnement comme étant une thématique importante à Meudon aussi. Oui. Alors, une question quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes pourraient les utiliser, que ce soit pour des travaux à l'école ou bien même des documents beaucoup plus importants? On peut réfléchir finalement, parce que c'est quand même un petit peu dangereux, quelque part. C'est vrai qu'on est obligé de tenir compte de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et particulièrement de ChatGPT, puisque ça va probablement en grande partie changer la façon d'apprendre et la façon d'enseigner. Je suis aussi professeur et effectivement, il y a certains sujets, je ne vois plus trop les intérêts de les donner parce que je sais qu'en quelques minutes, ils seront résolus par ChatGPT et c'est très difficile de dire aux étudiants, bah non, vous ne l'utilisez pas. Enfin, hormis dans un contrôle, dans une salle et en sous-surveillance. Non, ça se voit. Alors, ça peut se voir. Voilà, si vous n'êtes pas très futé, effectivement, toutes les copies vont un peu se ressembler. Mais bon, après, il y a des étudiants très intelligents et qui vont complètement tirer profit de cet outil. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut arriver à mettre en place, c'est comment on peut, en tant qu'étudiant, maintenant utiliser à bon escient pour se faciliter le travail. Et l'enseignant peut aussi demander peut-être des choses plus difficiles, plus compliquées, ou qui vont nécessiter plus de travail personnel et de compréhension de l'élève que simplement des rédactions qu'il aurait pu lui-même d'ailleurs peut-être aller copier-coller d'ailleurs. C'est clair qu'il faut réfléchir et voir comment l'IA générative transforme la façon d'enseigner.
c'est vraiment des sujets importants à traiter, oui. Alors, je crois que vous avez fait encore une autre petite vidéo pour Oui, nous une expliquer dernière, oui. aussi, voilà, donc Alors, justement, encore donc ça, d'autres éléments. c'était pour mettre en évidence d'autres usages. Alors, par exemple, là, j'ai utilisé la version mobile. Donc, j'ai mis, j'ai mis mon chat, Erwin, Très bien, mon enchanté, stagiaire, Erwin. là, comme vous voyez, au travail. Donc, je prends une photo avec mon appareil photo de mon téléphone. ChatGPT la regarde et je lui demande qu'est-ce qu'il y a sur cette image. Et vous pourrez voir que le texte est vraiment très précis. Ça, c'est une des capacités aussi intéressantes. On parlait tout à l'heure de la médecine, avec la possibilité, par exemple, de lire des radiographies. Hein. C'est des les applications, IRM, oui, tout à fait. Ça, c'est des applications importantes. Et là, vous pouvez voir que sur une image qui, effectivement, n'a pas l'importance d'un IRM, il est parfaitement capable de me dire qu'il y a un chat roux endormi sur un coussin turquoise, dans une chaise, etc. Donc, vraiment me donner beaucoup de détails. Donc, vous imaginez que là, l'exemple n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous avez des procédés dans une entreprise, dans une industrie qui génèrent beaucoup d'images, être capable d'avoir des outils qui sont capables de les regarder, de détecter des problèmes, des malfaçons, etc., c'est des applications extrêmement intéressantes. Donc, toute cette partie raisonnement visuel, c'est vraiment des progrès très importants qui ont été faits ces dernières années et qui permettent d'imaginer de tas de nouvelles applications. Là, vous touchez quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on est allé vers quelque chose qui fait peur un peu aux gens, et notamment la propriété intellectuelle. Là, on vous parlait de photos, justement, donc ça m'amène à ces photographes qui retrouvent parfois leurs photos sur des sites, c'est gênant, ça, quand même. Oui, OpenAI, hein, puisqu'on peut parler d'eux, ils ont véritablement, quand ils ont mis à disposition ChatGPT en novembre 2022, qui sera, je pense, une date assez importante, ont été assez très velléitaires dans leur façon de faire, et ils n'ont pas demandé d'autorisation dans les usages qu'ils ont fait des textes qui ont été nécessaires. Hein. Vous vous rappelez cette phase d'entraînement que j'ai évoquée, il faut regarder des centaines, pour être exact, c'est plutôt des 1000 milliards de mots qu'a lu GPT, ou des dizaines de millions d'images. Et donc, ils ont relativement peu fait attention aux notions de propriété intellectuelle, et donc ils ont construit leur première version de modèle sans demander des droits, et là ça pose effectivement un problème. Donc en ce moment ils ont des situations de procès avec le New York Times par exemple, mais ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et si vous avez suivi l'actualité, il y a 2 semaines, ils ont signé un accord avec Le Monde en demandant le droit d'utiliser les textes faits par Le Monde. Donc en fait, cette situation de propriété intellectuelle, cet usage un petit peu pirate qu'a pu faire OpenAI, est une situation, je vais dire, temporaire, qui est liée effectivement à leur volonté d'innover à tout prix. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Mark Zuckerberg, hein, c'est aller vite, même si ça doit casser, grosso modo. Hein, il y a cette idée de j'y vais et puis je verrai bien un peu après ce qui se passe. Mais là, ils sont obligés de rétro-pédaler. Hein. Ça, c'est clair que face à des procès, je crois que le New York Times demande 1 milliard de dollars. Bon, voilà, si vous prenez quelques procès comme ça, de cette ampleur-là par an, vous ne pouvez pas tenir une industrie, quoi. Alors après, il y a aussi le problème des fausses informations, hein, puisqu'on a vu notamment avec Midjourney qui avait présenté le pape François en doudoune blanche. Beaucoup de gens y ont cru, donc on pensait que c'était réel. Donc ça aussi, c'est un problème. Ça, c'est le problème effectivement des fake news, les deepfakes, comme on les appelle. Voilà, exactement. Ça, c'est un sujet. Je pense que là, il y aura assez peu d'autres solutions que de passer par une réglementation qui imposera qu'on puisse facilement détecter ce type d'image. Les sociétés qui sont capables de produire ce type de modèle, hein, qui créent ces deepfakes, il n'y en a pas des tonnes, et il n'est pas très difficile de les réguler en leur imposant un système qui permettrait, par exemple, quand vous regardez dans votre application Facebook, Twitter, X, un visuel, de vous signaler, attention, c'est un visuel qui a été généré. C'est tout à fait possible d'obliger les gens à faire ça. On a fait ça sur des tas de produits. Hein. Personne n'imaginerait que
sur un produit que vous achetez dans un supermarché, il n'y ait pas la composition Oui, des bien aliments, sûr, bien sûr. je ne vois pas pourquoi les États ne pourraient pas réguler en imposant des systèmes de marquage qui permettraient d'identifier ça. Et donc il resterait après des usages marginaux de gens qui ne veulent pas justement être détectés. Mais je vous dis, pour générer un pape en doudoune, il faut des infrastructures importantes et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et donc si on arrive à réguler les quelques sociétés qui produisent ces modèles d'IA générative, on doit pouvoir arriver à lutter significativement contre les deepfakes. Oui, parce que justement, en préparant l'émission, je lisais donc un rapport du laboratoire d'innovation d'Europol, qui est publié donc l'année dernière. Europol précisait que la disponibilité des bases de données, donc je lis l'information, vont contribuer à augmenter les faux contenus, donc les fameux deepfakes dont vous parliez. 90% du contenu en ligne pourrait être généré artificiellement d'ici à 2026. Donc ça ouvre droit à une désinformation incroyable, croissante. Oui, ça c'est vrai qu'on s'attend à ce qu'il y a des paradoxes intéressants. On s'attend à ce qu'effectivement une partie importante de ce qui est sur le web soit complètement généré automatiquement. Généré automatiquement, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont l'utiliser pour créer des pages sur leur site, enrichir la description de leurs produits, etc. Donc il y a plein d'usages positifs potentiellement de cette capacité à générer. Et effectivement, par contre, il faudra avoir une façon de détecter et d'identifier les informations qui sont fausses, les deepfakes. Ça, c'est un point important. Je parlais de paradoxe tout à l'heure parce qu'on a montré que quand on réentraîne un modèle avec des contenus qui ont été eux-mêmes générés par un modèle, les performances baissent, la génération est de moins bonne qualité. Donc il y aura une limite de toute façon à cette diffusion des contenus générés. C'est qu'à certains moments, il va falloir réinjecter des contenus humains. Ce que vous créez, ce que nous allons créer va avoir de la valeur parce que sinon, quand ce seront des modèles qui consommeront ce qu'ils ont eux-mêmes créé, on sait que la performance de ces modèles baisse. Oui. Alors il y a une question qu'on se pose quand même, c'est qui contrôle l'intelligence artificielle? Qui sont ces petites mains qui vont rentrer toutes ces informations? Il faut bien que ça rentre, ces informations, dans l'intelligence artificielle en l'occurrence. Donc qui contrôle ça? Donc actuellement, il y a quelques sociétés qui sont capables de produire les modèles les plus puissants qui sont intéressants à utiliser. Ce sont essentiellement des big tech américaines. Il y a quelques sociétés européennes, comme Mistral, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une société qui est en train de s'imposer, française, européenne, qui a des performances tout à fait intéressantes. Leurs modèles sont de très bonne qualité, comparés à ceux d'OpenAI, par exemple. Et donc, ce sont ces sociétés-là qui ont mis en place le processus industriel pour arriver à entraîner ces modèles. Donc, ils se procurent les données en ligne, avec des données, donc là, il n'y a pas vraiment de petites mains. Mais le point que vous évoquez, c'est qu'effectivement, pour améliorer les performances de ces modèles, on est obligé de faire évaluer leurs résultats par des humains. Et c'est des humains qui disent c'est bien, c'est pas bien, etc. On appelle ça un apprentissage par renforcement. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, souvent, ces sociétés américaines sous-traitent à des sociétés qui, souvent, vont utiliser des collaborateurs ou des employés dans des pays où le travail est relativement peu cher. C'est effectivement un point qui n'est pas forcément très propre de ce côté-là. Mais bon, après, ce travail, il est nécessaire pour améliorer la qualité. Il faut qu'il s'exécute dans des conditions respectables et honorables pour les gens qui travaillent. Oui. Bon, ça c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que ça pose quand même problème. Ne serait-ce que aussi, si on parle de sobriété numérique, on va parler aussi malheureusement de toutes ces données. C'est extrêmement polluant. Enfin, en tout cas, si on imagine que toutes ces structures, toutes ces machines qui vont générer cette intelligence artificielle vont effectivement générer du matériel, là aussi. Donc ça pose aussi un problème. Oui, je pense que autant c'est relativement... on peut demander à ces entreprises de respecter un certain nombre de règles dans la façon dont elles collaborent avec d'autres entreprises quand elles ont besoin de main-d'œuvre pour évaluer la performance des modèles. Autant sur la partie environnementale, c'est beaucoup plus difficile, au sens où, à l'évidence, on sait bien quand une technologie se diffuse, c'est très difficile d'arriver à la contrôler. Et les technologies d'intelligence artificielle générative telles qu'on les connaît actuellement sont effectivement extrêmement consommatrices de ressources, à la fois dans la phase d'entraînement, quand effectivement on leur apprend à
comprendre le langage ou à interpréter des images. Là, ce sont des millions d'heures de traitement, informatique qu'il faut, donc avec des machines très puissantes qui travaillent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour arriver à obtenir le résultat, et donc avec une consommation importante. Ça, c'est effectivement une petite partie du sujet. Il y a les matériaux, l'extraction des matériaux, les déchets, il faut des ordinateurs pour faire ça. Nvidia, qui est une des entreprises qui fabrique ces ordinateurs, ou tout au moins les composants qui permettent de faire fonctionner ces ordinateurs, est une société dont la valeur boursière a augmenté énormément ces derniers temps, parce qu'effectivement, il y a un besoin important de ces ressources-là, de ces matériaux. Moi, je serais plus aussi préoccupé par le fait que l'IA générative, c'est souvent dans ces applications une solution de facilité et qu'on risque d'en mettre un petit peu partout, même dans des endroits où ce n'est pas forcément indispensable. Et ça veut dire que si concrètement, tous dans nos smartphones qui vont être un peu plus puissants parce qu'il faut un petit peu plus de puissance pour mettre de l'IA générative dedans, on a tous, comme ceci, une consommation légèrement augmentée à cause de l'IA générative. Je pense que là, sur des centaines de millions, des milliards d'humains, le coût risque d'être beaucoup plus important, je pense. Ouais. Donc, préoccupé par les usages, effectivement, presque plus que par la fabrication des modèles d'IA générative. Ouais. Oui. Alors justement, vous parlez d'usage, moi je parlais de jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont attirés aussi, on le voit avec les métiers du numérique, avec tout ce que ça développe, bien sûr. Hein. Tout le monde est derrière son téléphone, etc. Comment est-ce qu'on va apprendre aux jeunes aujourd'hui, s'il y a sur le téléphone le moyen de connaître les choses sans avoir à chercher? Comment on va leur apprendre maintenant? Alors, je n'ai pas la réponse, parce que c'est... il faut voir que l'impact, ça fait 12 mois que les choses se développent, donc il faut réfléchir. Donc oui, il y a probablement un certain nombre de barrières qu'il faudra mettre pour que des apprentissages fondamentaux soient quand même réalisés. Ça sera probablement à l'école de bien réfléchir à ces sujets-là. Et vous avez beaucoup d'enseignants et de professeurs qui commencent à réfléchir sur comment je peux plutôt intégrer ces outils d'IA générative dans mon enseignement pour aider les élèves à faire des parties qui seraient peut-être pas les plus intéressantes et derrière quand même continuer à les mettre en situation d'apprentissage pour comprendre comment utiliser ces outils-là. Dans des exemples récents, je connais un lycéen qui a pu faire une présentation et en fait c'est lui qui est resté quand même le maître de sa présentation. Il a choisi la façon de l'architecturer, il a choisi ce qu'il voulait y mettre, mais il a pu enrichir énormément son contenu grâce à ces outils, en générant des illustrations, en générant du texte. Et moi, c'est plutôt cet aspect-là que j'essaierai de mettre en avant, c'est de bien de former peut-être les enseignants à ces technologies pour qu'ils voient comment ils peuvent l'utiliser concrètement dans leur enseignement. Mais comme je dis, le génie il est sorti de la bouteille, vous n'arriverez pas à le faire rentrer. Donc il faut apprendre à vivre avec. Maintenant, c'est sûr que ça va changer et transformer en partie la façon dont on apprend. Donc ça veut dire que toutes ces écoles de numérique, comme nous en avons une à Meudon, qui se développent de plus en plus, là où on peut apprendre aux jeunes à travailler ou non correctement, en tout cas avec l'intelligence artificielle, vous le faites déjà, parce que vous donnez des ateliers. Vous en avez fait un récemment à la médiathèque de Meudon-la-Forêt. Donc on va voir quelques images d'ailleurs que vous allez pouvoir nous commenter. Alors que se passe-t-il pendant ces ateliers? Alors on va le découvrir. Dans cet atelier, il y a une première partie qui explique un petit peu les principes de fonctionnement de l'intelligence artificielle générative. Et puis après, on rentre sur une partie beaucoup plus pratique où on va simplement demander aux gens de réaliser un certain nombre de tâches justement en utilisant un de ces outils. Donc là, ils avaient à disposition ChatGPT, bien sûr, mais j'avais aussi configuré un compte pour qu'ils puissent utiliser Mistral, dont on a parlé. L'important, c'est vraiment de désacraliser un petit peu le sujet. L'IA générative, ce n'est pas une sorte d'ordinateur au tréfonds d'Internet qui serait malveillant. C'est vraiment un outil qui peut nous aider à travailler plus vite, à travailler mieux, j'espère, dans la vie de tous les jours. Et le but de ces ateliers, c'est justement de permettre aux gens de mettre la main sur le sujet, s'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire eux-mêmes, et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que derrière, je pense que ça transforme complètement le point de vue. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on en voit tout de suite les limites, parce que c'est pas parfait. Et derrière, on commence à réfléchir à tiens, comment je peux utiliser ça pour mieux travailler,
mieux m'informer, mieux rédiger, etc. Mais absolument pas dans une posture de « ah mince, ça me menace et ça va se substituer à moi ». On est dans cette phase de transition là aussi de l'intelligence artificielle de la même manière qu'on l'a été sur la transition Internet. Donc il convient quand même de familiariser les gens avec, de leur faire comprendre que finalement la machine ne remplace pas l'homme, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une transformation du même type. Il faut voir ça comme une boîte à outils. Moi, j'ai pas, hormis les bricoleurs du dimanche, on n'est pas dominé par sa boîte à outils. Hein. On essaye de l'utiliser au mieux possible. Donc ça, je pense que c'est comme ça. Ce qui peut-être est surprenant là, c'est la rapidité. ChatGPT a eu un taux d'adoption vraiment extrêmement rapide. Et puis le fait peut-être que ça touche quand même à une propriété un peu caractéristique de l'homme, de l'humain, qui est l'intelligence. Donc là, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus sensible que d'autres transformations. Mais je vois ça effectivement comme une transition, comme on en a vécu au moment, dans les années 70, avec l'arrivée de l'informatique, puis du digital, puis du smartphone, etc. Je ne dirais pas que les discours étaient aussi catastrophiques à chaque fois, mais oui, on a toujours eu une crainte avec l'arrivée d'une nouvelle technologie. Oui. Alors pour autant, là, moi j'ai un chiffre, 27 milliards d'euros, c'est ce que j'ai noté, c'est le marché de l'intelligence artificielle en Chine. Puisque j'ai remarqué, donc récemment, une information est arrivée sur l'actualité, d'un PDG, Madame Tang Qiu, qui est donc une intelligence artificielle, un PDG IA, qui a été créé par les 600 employés qu'elle chapeaute. Et alors là, en l'occurrence, c'est du jeu, donc ça va pour l'instant, mais ça reste une entreprise de jeux vidéo en Chine. Malgré tout, ça reste quand même là, tout près de nous. Donc on se dit, maintenant, les PDG peuvent être intelligence artificielle. Alors oui, effectivement, parce qu'il y a des articles qui disent que... D'ailleurs, je crois que c'est Elon Musk qui dit que 80% de ce qu'il fait peut être remplacé par une intelligence artificielle. Donc, effectivement, même si d'habitude, ce n'est pas le patron qui est le visé en premier par les optimisations et de productivité, là, il y en a beaucoup qui se disent ok, je pourrais être la prochaine victime, entre guillemets, de l'automatisation que l'IA générative pourrait apporter. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, c'est plutôt à nouveau de le voir comment, si toute une partie des activités que je fais peut être améliorée, rendue plus rapide, etc. Comment moi je vais pouvoir réallouer le temps que ça me libère si j'étais PDG sur d'autres sujets. Et à nouveau, c'est une transformation plus qu'une substitution. C'est vrai que beaucoup de métiers, il y a beaucoup de chiffres qui circulent sur les impacts en termes d'emploi. Il ne faut pas se voiler la face non plus. La question, c'est comment ça va se transformer. Est-ce qu'il va y avoir effectivement vraiment des gens qui seront mis sur le côté parce qu'on n'aura plus besoin de leurs compétences, et donc dans ce cas-là, il va falloir les reformer. Mais on a déjà vécu ça dans des phases d'informatisation, puis de transformation digitale. Donc oui, là, il y a peut-être encore à nouveau une nouvelle transformation à ingurgiter pour la société et pour l'emploi. La seule chose, c'est que ça va très vite. Ça va très vite, c'est sûr. Les chiffres sont assez effrayants. En Angleterre, il y a 2 semaines, un article disait 8 millions de pertes d'emplois quasiment dans l'année qui vient ou dans les 2 ans qui viennent. Donc, on ne résorbe pas 8 millions d'emplois comme ça. Donc si c'est vraiment ce type d'impact, je pense que c'est un peu fort. Moi, je ne vois pas comment ça pourrait se produire à une telle échelle. En tout cas, oui, à nouveau, il va falloir que le marché de l'emploi se réadapte. Cela dit, le temps de se former, etc., l'IA va beaucoup plus vite. C'est des fonctions que vous pouvez acquérir, je pense, relativement facilement. On n'est pas sur une transformation, ça reste dans le domaine du digital essentiellement, ça reste intégré dans des outils que vous utilisiez déjà. La question, c'est effectivement peut-être de réapprendre à travailler différemment. Et là, c'est peut-être ça qui va... C'est pas tellement un apprentissage de nouveaux outils, c'est peut-être l'apprentissage d'une nouvelle façon de travailler. Et là, ça peut éventuellement être plus compliqué. Alors, je vais parler d'un petit sujet pour finir l'émission, un peu touchy, mais on a parlé d'images, d'intelligence artificielle générative. Mais qu'en est-il de l'intelligence artificielle générale? C'est-à-dire celle qui permet, si vous me permettez, enfin si c'est bien exact, à une entreprise, à une machine, de pouvoir apprendre de ce qu'elle a appris déjà au départ et de générer elle-même un apprentissage personnel. On l'a vu notamment
sur des produits d'armée aux États-Unis, avec des robots chiens notamment, qui sont capables de pouvoir appréhender des substrats, enfin des milieux sur lesquels ils marchent, pour ensuite adapter leur marche sur du sable, sur du caillou, sur de la forêt, etc. Et on peut les envoyer, alors ça peut être très bien sur des mines antipersonnelles dans des endroits où c'est un peu problématique, mais ça peut être un souci, ces IA générales qui apprennent toutes seules, en fait. Alors, effectivement, c'est une des grosses angoisses, avec un concept aussi qui est associé à l'IA générale, qui est la notion de singularité. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce concept, c'est l'idée que à un certain moment, si une intelligence artificielle, devient suffisamment intelligente, plus intelligente que ce que nous sommes intelligents, on ne peut pas anticiper ce qui va se passer, puisque par définition, elle aura un raisonnement qui dépassera notre capacité à comprendre et notre intellect. Donc c'est une des grosses craintes, effectivement, et donc il y a beaucoup d'appels à contrôler et à réguler les usages qui sont faits de l'intelligence artificielle, générative dans un premier temps, parce que peut-être plus tard, ça aboutira à des intelligences artificielles plus fortes encore. Je pense que c'est là le rôle des gouvernements et des structures internationales que de vérifier et de contrôler ces dérapages potentiels. Je suis peut-être un petit peu naïf, mais l'Europe a sorti un acte récemment sur le sujet, l'AI Act, qui définit les différents usages. Et il y en a qui sont complètement interdits pour l'intelligence artificielle, d'autres qui seront soumis à un certain contrôle, et puis d'autres qui seront des usages de tous les jours considérés comme bénins. Je pense qu'effectivement, il faut quand même regarder un petit peu ce qui se passe. Je ne crois pas du tout, personnellement, à l'arrivée rapide d'une intelligence artificielle générale et une perte de contrôle, probablement parce que, connaissant les problèmes et les limitations de ces IA génératives actuelles, je ne vois pas encore comment on arriverait à combler le gap entre la situation actuelle et puis une intelligence artificielle générale. Mais je pense que c'est raisonnable que les États et les organisations internationales regardent un petit peu plus précisément les usages qui sont faits et peut-être à un certain moment lèvent un drapeau quand il ne faut pas les utiliser. Oui, qu'il y a un code éthique, qui est quelque chose, un cadre en tout cas, pour ne pas déborder. Si j'avais écrit un article il y a quelques années sur le fait, c'est un fait qu'on a probablement tous oublié, mais quand les premières voitures automobiles sont arrivées en Angleterre, il devait y avoir une personne qui portait un drapeau rouge devant la voiture, pour prévenir que derrière, il y avait une voiture sans cheval, etc., une voiture autonome, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'était le drapeau rouge de la voiture. Donc, vous voyez qu'il y a eu des phases où on a mis des garde-fous sur les usages. Là, c'était la voiture. Il fallait prévenir les gens que, attention, il y avait une voiture à moteur autonome, sans chevaux qui arrivait, sans cheval qui arrivait. Et donc, il y avait un porteur de drapeau. Il y a quelques illustrations. C'est pas resté, cette pratique. On ne voit plus de personnes sur la route avec un drapeau rouge. Mais ça veut dire que dans des phases de transition et d'adaptation, on peut tout à fait mettre en place des dispositifs qui permettent de s'assurer que les usages sont corrects, que s'il y a danger, on est précautionneux, on est prudent. Et donc, je pense que oui, c'est aux États de se saisir de ce type de problème. Je pense que les États-Unis sont quand même assez préoccupés de ce sujet-là. Et ce n'est pas impossible que l'Europe a déjà une loi sur le sujet. Ce n'est pas impossible que les États-Unis emboîtent le pas sur ces sujets-là. Mais en tout cas, je ne crains pas, moi, l'arrivée d'une IA générative sous peu. Et je pense que c'est des choses qu'il faut encadrer et superviser pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà, bon, le mot de la fin, donc n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Si la meilleure façon vraiment, c'est de prendre contact, d'aller au contact de cet outil, de l'utiliser, de voir un petit peu quels sont tous ses défauts, et ça rassure tout de suite. Oui, ça désacralise un peu ce côté. On se dit, c'est pas tout de suite que je serai remplacé, mais par contre, on voit tout de suite, je pourrais l'utiliser de telle et telle façon, de cette manière-là, ça pourrait m'aider, etc. Donc c'est, je pense, important, si vous en avez l'occasion, d'essayer et de mettre la main sur le sujet. Ça permet de bien comprendre en quoi le terme un peu galvaudé d'intelligence artificielle, en fait, ramène à des outils qui sont tout à fait utiles dans la vie de tous les jours.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Merci. Hervé Mignot, de nous avoir éclairé Avec plaisir. vraiment. Et puis, c'est vrai que si on veut aller voir vos ateliers, eh bien, il suffit de taper votre nom. Oui, j'imagine. Enfin, c'est vrai qu'on vous trouvera de toute on manière. verra. En tout cas, on pourra toujours le Ouais. relayer, bien sûr, il n'y a pas de souci, problème. ouais. Merci beaucoup Merci. de nous avoir tout Merci expliqué. à vous. Si vous avez Bonne envie journée. d'en savoir plus, eh bien, sachez que les médiathèques proposent également à peu près une soixantaine d'ouvrages, pas moins, hein, sur l'intelligence artificielle. Donc, on en a quelques-uns qui vont apparaître. La révolution ChatGPT, donc de 2023, de Eric Sarion, ainsi que le guide de l'IA générative, donc celui-ci. La guerre des intelligences, également à l'heure de ChatGPT. Et puis, l'intelligence théorie en pratique avec Python. Donc ça s'adresse plus un peu aux étudiants ou bien éventuellement aux informaticiens. Cela dit, il y en a énormément. Il y en a même pour la jeunesse également aussi. Donc si on veut commencer à présenter un peu l'intelligence artificielle à ses enfants. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, eh bien, on se retrouve bientôt pour un prochain regard sur le numérique.